C'est une façon d'endormir, une personne à sa demande, quand celle-ci, estime qu'elle est, arrivée, en fin d'évolution, que les souffrances, qu'elle ressent sont, insupportables, que sa maladie est en phase terminale et à sa demande, le médecin doit l'endormir de façon définitive en associant, ce qu'on appelle une analgésie, c'est-à-dire, on met à la fois une drogue, sédative quoi, un somnifère et également un antalgique, c'est de la morphine. En fait, ça s'apparente assez fortement à une anesthésie générale et cette sédation profonde et continue, doit être poursuivie jusqu'au décès. C'est-à-dire la personne ne se réveille pas. On nous demande aussi, en même temps, d'arrêter tous les traitements qui sont en cours. C'est-à-dire, tout ce qui peut être assistance, instrumentale, bah, voilà, artificielle, une ventilation artificielle, mais également la nutrition artificielle et l'hydratation artificielle. Donc vous imaginez la situation, voilà quelqu'un dans un lit qui a demandé au fond à mourir, puisque, si la sédation profonde et continue est menée comme il faut la mener, cette personne ne se réveillera pas et on attend qu'elle meure. Alors ça peut prendre, c'est variable, puisque si, la personne en question est sous un traitement médical d'assistance, respirateur artificiel et cetera, on imagine bien que si on arrête ces machines, eh bien la mort survient quasiment tout de suite. Donc là, je dirais l'affaire est vite, terminée. Mais si la personne n'a pas ces traitements, qu'elle n'a, disons, qu'une perfusion ou des antibiotiques, eh bien, le fait d'arrêter la perfusion, ne plus apporter d'eau, bien sûr pas d'alimentation, pas de nutriments, la survie peut durer, 1 semaine. Donc pendant ce temps-là, heu, l'équipe soignante doit s'assurer que la sédation, continue, persiste, ce qui implique, d'ailleurs de monter les doses. Puisque la morphine est une drogue à laquelle on s'habitue vite et donc de jour en jour, il faut monter un petit peu les doses pour que la sédation reste, complète et et puis il y a la famille autour. Alors on imagine la difficulté aussi peut-être pour les gens de voir cet être, on va dire aimé, chéri, mourir tout doucement, de quoi finalement? Bah, de déshydratation, d'insuffisance rénale, vous voyez? Donc c'est une situation, heu, qui est importante, qui est intéressante, mais qui pose des questions, parce que, je me mets à la place personnellement d'un sujet qui demande une sédation profonde et continue. Je suis dans un état, que j'estime terminal. Les médecins qui me soignent pensent qu'effectivement c'est terminal. Je souffre, je n'en peux plus et je demande à être endormi. Je me mets dans cet état de cet exercice de pensée. Au fond, sachant que je ne me réveillerai jamais, c'est comme si je demandais la mort, puisque je ne me réveillerai pas. Vous voyez la subtilité? Je dis ça parce que, beaucoup de personnes disent, «Mais au fond, finalement, c'est comme de l'euthanasie», puisque la personne ne se réveillera pas. Vous voyez la vraiment, il y a là quelque chose qui est d'une très grande, finesse et difficulté. Alors ce qu'on peut faire aussi, je vais continuer sur ce thème-là, enfin sur le thème la question que vous me posez, la sédation profonde et continue. Dans la loi, donc c'est une apparition de la loi Claes-Leonetti 2016, hein, puisque ça n'existait pas dans la loi Leonetti de 2005. Donc dans la loi Claes-Leonetti, il est spécifié que la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre au domicile et en établissement, notamment en EHPAD. Alors, j'avoue que c'est une très bonne chose qu'on puisse faire de la sédation profonde et continue partout, mais
C'est difficile à domicile. Comme je disais tout à l'heure, rien que du fait qu'il faille augmenter les doses de morphine, qui le fait? Qui le fait? Mon collègue qui s'occupe de soins palliatifs, heureusement ils sont là. S'il faut faire une montée de drogue, c'est eux qui vont s'assurer de cette manœuvre. Mais vous savez très bien qu'en France, plus de 20 départements n'ont pas de service de soins palliatifs. Oui, la sédation profonde et continue à domicile, c'est une question terrible, terrible, hein. Alors, la sédation profonde et continue est autorisée par la loi donc Claes-Leonetti, hein, c'est tout à fait validé depuis 2016, quand la personne est en phase terminale et que la mort surviendra à court terme. À court terme. Et là, il y a vraiment cette notion du court terme qui est pas très bien définie. Ça dépend un peu de la spécialité. Vous savez, la fin de vie, au fond, on a du mal à la caler. Qu'est-ce que c'est la fin de vie? Qu'est-ce que c'est la phase terminale? Euh, Ça dépend fondamentalement de la pathologie. Tout le monde a entendu parler de l'affaire, disons, Vincent Lambert, hein, tout le monde connaît Vincent Lambert. Vincent Lambert, chez qui on a arrêté la nutrition artificielle, n'était pas en fin de vie. Il n'était pas en fin de vie. Vincent Lambert était en état végétatif chronique. Dans le service où j'ai travaillé, on a souvent eu des personnes en état végétatif chronique. Dès lors que vous entretenez une nutrition artificielle, des soins de qualité, etc., ben, c'est des personnes qui peuvent survivre plusieurs décennies. Vincent Lambert aurait pu survivre encore pendant 30 ans si on s'était occupé de lui comme ils l'ont fait jusque-là, puisque quand on voit les photos de Vincent Lambert, il était en bon état clinique. Moi qui ai souvent vu des états végétatifs chroniques, je peux dire que qu'en voyant Vincent Lambert, ce monsieur avait des soins de qualité. Donc ça, il n'était pas en fin de vie. A contrario, je rentre tout à l'heure chez moi, j'ai un accident de voiture, j'ai un polytraumatisme. Là, je parle, je ne suis pas en fin de vie. Eh bien, peut-être qu'après-demain, je serai en fin de vie dans le cadre d'un polytraumatisme. Vous voyez, c'est difficile de définir. Et c'est les cancérologues ont des critères. Les cancérologues vont parler de la phase palliative d'une maladie, phase palliative, purement palliative, quand il n'y a plus d'espoir quant au traitement curatif, hein, vous savez, traitement curatif, donc curatif qui vont guérir. Palliatif, ça ne guérit pas, mais ça soulage les effets secondaires, la souffrance. Pour les cancérologues, la phase palliative, c'est plus d'effet des traitements curatifs, mais une survie probablement supérieure à 3 mois. Ça, c'est la phase palliative. Et pour les cancérologues, la phase terminale, c'est quand il n'y a plus d'efficacité, bien sûr, du curatif, et que la survie est probablement inférieure à 1 mois. Vous voyez, mais c'est la cancérologie. On ne peut rien dire à ce propos-là pour une maladie d'Alzheimer. À quel moment une personne ayant une maladie d'Alzheimer est en phase terminale à court terme? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment. C'est intéressant de souligner la difficulté parce que on entend régulièrement des prises de position qui sont tranchées, qui sont carrées, c'est faire abstraction de la complexité. C'est toujours dans la complexité. Il faut un doigté absolument subtil, comprendre la complexité pour réussir à un peu s'orienter. Un peu s'orienter. Il faut beaucoup d'humanisme, il faut beaucoup de connaissances et de compétences. Il faut une part d'altruisme, mais surtout savoir qu'on est dans la complexité et que rien n'est simple. Autre élément qui est fondamental, et ça c'est vraiment l'apport de ces trois lois finalement qui ont jalonné notre parcours à la fois de citoyen et de médecin. Moi je suis les deux à la fois, je suis citoyen, je suis médecin. Il y a trois lois vraiment qui se sont succédées, euh, remarquables. La loi Kouchner en 2002, droit des malades. Vous savez, moi j'ai commencé la médecine il y a fort longtemps, et pendant l'essentiel de ma carrière,
une grande partie de ma carrière, je crois que je peux dire que j'ai été un affreux paternaliste. C'est-à-dire qu'à l'époque, mes patrons, on savait ce qui était bon pour les autres. On savait, c'est nous qui décidions. La parole du patient n'était pas beaucoup écoutée. Il y a différentes raisons à ça. Pas rentrer dans tous ces détails. Je ne jette pas la pierre à cette époque-là. On était aussi, en particulier dans ma spécialité, on était des jusqu'au-boutistes. Ce qui nous a fait traiter d'affreux acharneurs thérapeutiques, etc. C'est toute une époque où on ne savait pas ce que pouvait donner un traitement. Donc, c'était une certaine époque. Et puis, il y a eu l'affaire du VIH. Et ça a été un tournant absolument majeur dans l'évolution de la, comment dire, de la relation patient-corps médical, on va dire, d'une façon plus globale. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le VIH et puis il y a eu, en France, ce qu'on appelait l'affaire du sang contaminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est rendu compte, au fond, que on pouvait utiliser du sang contaminé par le VIH, globalement, alors qu'on le savait, que les centres de transfusion, certains centres de transfusion n'étaient pas ignorants de la possibilité d'une transmission, et que ces produits sanguins ont été utilisés, il y a une perte de confiance quand même assez fantastique. Encore une fois, je parle beaucoup peut-être un peu trop de ce que j'ai fait dans ma carrière, mais à titre personnel, dans les années 80, début 80, je suis sûr qu'on a perfusé du sérum qui devait contenir du VIH. On ne le savait pas, les centres de transfusion ne disaient rien. Or, en réanimation, on utilise des quantités de plasma à l'époque. On avait du plasma lyophilisé. Je suis sûr qu'on a transféré du VIH. C'est tout à fait plus que probable. Et donc, il y a une perte de confiance même des médecins dans certaines institutions et puis des patients envers la médecine. Donc tout ça a fait que euh, cette sorte de, comment dire, de piédestal des médecins qui étaient des êtres bienveillants et multisachants, euh, comme disait le doyen Porte, le premier président du Conseil national de l'ordre des médecins, pour évoquer la relation entre le médecin et le patient, une confiance qui se confie à une conscience. Vous voyez la relation qui était à l'époque. Bon, c'était un temps. Et puis, tout ça a fait qu'à partir de ces affaires, et notamment donc, le VIH et le sang contaminé, l'arrivée de Kouchner aux affaires, il y a eu la loi Kouchner, qui est donc à rééquilibrer la relation médecin-patient en donnant des droits aux malades, beaucoup plus de droits aux malades. Donc, extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui a été très, à la fois novateur, non, parce que dans certains pays ça se faisait déjà, mais en tout cas pour la France, révolutionnaire. Et puis l'histoire a avancé jusqu'à quelques années plus tard, c'est pas vieux, 2005, apparaît la loi Leonetti. Alors cette loi Leonetti, elle survient après l'affaire de Vincent Humbert. C'est très curieux d'ailleurs que ces deux personnages, Vincent Humbert et Vincent Lambert, ont des prénoms identiques et des noms très proches. Donc l'affaire Vincent Humbert, ce jeune homme qui voulait mourir, etc. Je ne vais pas reprendre l'affaire Vincent Humbert, mais c'est à la suite de ça que la loi Leonetti est promulguée. Et cette loi Leonetti est vraiment essentielle. C'est la loi sur ce qu'on appelle la fin de vie, droit des malades et la fin de vie. Et donc entre là-dedans, directives anticipées, la personne de confiance, enfin, c'était déjà un peu dans la loi Kouchner, mais c'est vraiment appelé là. Cette loi, elle a un intérêt absolument majeur pour le patient et pour le corps médical, pour les deux. C'est pas une loi qui est faite pour les médecins, c'est pas une loi qui est faite uniquement pour les personnes et pour les malades, c'est une loi qui équilibre les deux relations et, par exemple, qui donne l'autorisation réglementaire, légale, aux médecins d'arrêter un traitement. Ça paraît peut-être extraordinaire, mais avant la loi 2005 Leonetti, au fond, il était toujours périlleux
pour un médecin d'interrompre un traitement. Il pouvait toujours se faire accuser de non-assistance à personne en péril. Ouais. Une famille pouvait dire mais pourquoi vous avez arrêté? Vous n'aviez pas le droit d'arrêter. Alors que il était clair pour l'équipe soignante qu'on était entré dans l'obstination déraisonnable, qu'on appelait encore à l'acharnement thérapeutique avant, mais c'est un mauvais terme, acharnement thérapeutique, hein. C'est bien l'acharnement thérapeutique. Ça choque peut-être, mais c'est bien l'acharnement thérapeutique, puisque sans acharnement thérapeutique, vous n'arriverez pas à faire une greffe cardiaque, hein. Vous n'arriverez pas à faire une transplantation hépatique ou traiter une leucémie aiguë, hein. Ça, vous n'y arriverez pas. Donc il faut s'acharner, ça devient irresponsable quand cet acharnement n'est plus motivé et que cet acharnement devient une obstination qui devient déraisonnable, hein. Donc on n'avait pas ça, donc on ne pouvait pas. La loi 2005 autorise ceci, protège en quelque sorte et le médecin, mais également le patient. Puisque si le médecin n'a pas le droit d'arrêter, qui est-ce qui en pâtit? C'est le malade. Donc ça, c'était une avancée considérable. Puis d'autres éléments. Et arrive après, et cette fois-ci, à la suite de l'affaire Vincent Lambert, la loi Claes-Leonetti, qui est la modification donc, de la loi Leonetti. Qu'est-ce qu'elle introduit de différent? Eh bien, on en a parlé au début, entre autres, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il n'y a pas que ça, mais elle a aussi comme autre point particulier, la loi Claes-Leonetti, de rendre les directives anticipées, cette fois-ci, opposables aux médecins. Ce qui n'était pas le cas dans la loi Leonetti. On devait en tenir compte. Dans la classe Leonetti, elle s'impose aux médecins, sauf dans deux situations, qui est l'urgence vitale. Et l'autre moment où on est autorisé à ne pas respecter les directives anticipées, c'est quand elles sont inappropriées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre dans des directives anticipées, on ne le respectera pas, quelque chose qui va nous obliger à l'obstination déraisonnable. Si j'écris dans mes directives anticipées, quel que soit mon état, même si, etc., je veux qu'on me fasse tout ce qui est possible de faire, je veux tous les traitements modernes, je veux toutes les techniques, on ne doit pas le respecter. Parce qu'à ce moment-là, on va heurter ce principe fondamental qui doit être inscrit au fronton de la médecine, tu ne feras pas d'obstination déraisonnable. Tu ne feras pas d'obstination déraisonnable comme tu ne tueras pas. C'est le même niveau, c'est une valeur morale. Donc quelqu'un dans les directives anticipées qui écrirait quelque chose qui va à l'encontre de ça, il ne faut pas le respecter. Voilà, c'est les deux seuls points où il ne faut pas les respecter. Et tout le reste, il faut. Et vous voyez que une fois on est arrivé à ce stade-là, aujourd'hui, on est équipé en médecine et pour la population de trois lois qui sont, enfin, on va dire deux, puisque maintenant la classe Leonetti a remplacé la Leonetti, mais il y a deux lois qui sont des monuments réglementaires, aussi bien pour le citoyen que pour les équipes soignantes, qui sont absolument remarquables. Remarquables. Mais, d'où les débats actuels et l'ouverture euh, de ce que fait le CCNE et puis ce qu'a demandé le président de la République, finalement, c'est que est-ce qu'on n'arrive tout de même pas à une limite? Est-ce que, avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, la sédation profonde, le double effet, les soins palliatifs, tout ça, c'est vraiment extraordinaire, à condition que ça se mette en œuvre, est-ce qu'il y a un moment où ça ne suffit pas? Et est-ce qu'à un moment donné, cette loi, aussi merveilleuse soit-elle, n'atteint pas ses limites? Or, c'est ce que l'on dit, il y a des situations comme Madame Sébir, comme Lambert, comme Humbert, etc. Voilà Monsieur Koch, voilà des personnes qui ont demandé à mourir parce que, pour eux, la vie n'avait plus de sens et ils étaient dans une souffrance extraordinaire. D'où le débat qui débute maintenant. Faut-il aller plus loin dans un autre champ, pas forcément dire plus loin, mais aller dans un autre champ, c'est-à-dire est-ce qu'il faut envisager la possibilité d'une mort médicalement assistée?